Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre Langelier, bonjour Jean Descartes. Avec Jean de la Greffe Noire, on avait une grande envie de vous recevoir ensemble. Jean Descartes, vous êtes historien, vous avez écrit sur quasiment tous les grands rois et reines et princes de l'histoire, avec toujours un œil porté sur l'intime de ces personnalités. Jean-Pierre Langelier, vous êtes journaliste, vous avez longtemps travaillé pour Le Monde, et vous venez de publier une enquête à la fois historique et journalistique sur Mobutu. Ce qui rapproche vos deux œuvres, c'est cette idée que finalement l'homme prime l'histoire et qu'en fait ce sont les hommes qui font l'histoire et non l'histoire qui les façonne. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec cette information, Jean Descartes ? Ah oui, moi je ne suis pas du tout dans la vision marxiste des événements qui dominent l'humain. Je pense, et on vient de le voir en France sans référence précise, il y a des hommes qui façonnent les événements, qui ont un tempérament, qui ont un caractère, qui ont des circonstances, qui ont une baraka aussi. On peut dire que le général Bonaparte et le général de Gaulle ont eu des réflexes avec une baraka assez extraordinaire. Moi, ce qui m'intéresse dans la biographie des personnages, c'est que c'est un genre historique qui, à mon avis, ça paraît prétentieux, est le plus difficile de tous, puisqu'il touche à tous les domaines, c'est-à-dire la vie privée du personnage qui compte. Est-il malade? Est-il malheureux? Etc. C'est important. Oui. La vie publique par définition, mais la vie publique allant de la météo à l'économie, en passant par la fatalité, etc. Alors là-dessus, il y a une double, je dirais, option. Vous parlez de personnages que vous avez connus, donc qui étaient vivants, qui ne le sont peut-être plus, ou vous parlez de personnages que vous n'avez pas connus. Et je pense que c'est très difficile, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, d'écrire sur quelqu'un qu'on a connu, qu'on connaît, avec le maximum d'objectivité. J'ai connu, pour des raisons professionnelles et personnelles, la princesse Grâce de Monaco, que j'aimais beaucoup, et j'ai mis 14 ans à écrire une biographie sur elle, en racontant un dernier dîner avec François Truffaut pour parler d'Hitchcock. J'avais juré que je n'écrirais rien tant qu'elle serait vivante. Donc voilà. Alors, d'un autre côté, le vrai biographe, lorsqu'il vit avec son personnage, quel qu'il soit, il a l'impression de vivre avec. Il est habité, et je me souviens très bien, pour terminer cette première remarque, d'une réflexion très drôle d'un ami de mon père, qui était un ami à moi aussi, qui s'appelait Jean Aurieux, auteur d'un remarquable livre sur Talleyrand, qui reste un ouvrage de référence. Il y en a eu d'autres remarquables, puis avec Emmanuel Varesquiel. Et papa lui dit au téléphone, « Jean, comment vas-tu » Moi, j'avais l'écouteur. Et Jean Aurieux répond, « Papa, ça va, je boite. » C'est formidable en parlant de Talleyrand. Donc, ça veut dire qu'il est dans le personnage. Voilà. Jean-Pierre Langelier, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, ou en tant que journaliste et en ayant travaillé sur Mobutu, vous avez une approche certainement peut-être un peu différente de la question? Je suis d'accord d'abord. Le personnage auquel je me suis intéressé, hélas, n'avait pas le charme de Grâce de Monaco, mais c'était quand même un séducteur sur d'autres plans. Non, pour juste répondre, et pas botter en touche, et répondre à votre première question, je serai un peu plus équilibré, c'est-à-dire autant je crois en effet que, bon, c'est une vieille observation, que les qualités personnelles d'un homme sont en mesure de faire basculer une situation historique. L'homme est aussi, surtout un homme politique, un homme d'État arrivé au sommet, le produit de circonstances. Alors la chance, la fameuse baraka, c'est important, mais les circonstances historiques le sont. Et là, dans le cas de Mobutu, c'est très clair. C'est un homme qui avait des grandes qualités au départ, qui faisaient qu'il y avait un terreau pour qu'il devienne un homme d'État, mais il est essentiellement le produit des circonstances historiques qui le portent au pouvoir. Eh bien, de l'indépendance du Congo en 1960, qui est un peu bâclée, puis qui après est sanglante pendant 5 ans. Puis, surtout, le fait que le pays dans lequel il vit, dont il est citoyen, est un pays extrêmement riche, donc qui attire les convoitises. Et deuxièmement, qui se trouve au cœur, il est très grand aussi, il est vaste, et il se trouve au cœur
de l'Afrique à un moment très précis qui est celui de la guerre froide. Et à ce moment-là, mon personnage peut jouer un rôle bien plus important que celui qu'il aurait joué dans une autre époque. Oui, mais ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que, je le dis pour nos auditeurs, c'est que moi j'ai lu ça pratiquement comme un roman, quoi. Je veux dire, c'est une destinée, ça se lit vraiment d'une manière journalistique absolument étonnante. Et c'est un personnage au départ, d'ailleurs, il ne vient pas ce qu'il est devenu. On a vraiment l'impression au départ, il est journaliste, il est même ami avec vous dites une chose importante, c'est un journaliste. C'est un journaliste. Un journaliste qui a mal tourné. Voilà. Bon, oui. Et en fait, il a une destinée totalement différente. Oui, et c'est en journaliste, pardon. Oui. J'étais à Bruxelles lors d'un de ses voyages où on lui demande, les confrères de la RTBF lui demandent l'impression de revenir à la capitale de l'ancienne puissance coloniale. Et il dit avec un humour féroce, j'aime beaucoup la Belgique, qui est un pays merveilleux. Quel dommage que ce pays soit divisé par ces querelles tribales. Oui. Je dois dire que c'était dans le genre, il avait un... Oui, il avait un humour belge. Oui. Et vous qui avez voyagé, le personnage de Mobutu qui au départ, ça aurait pu être un démocrate, enfin, comment se fait-il qu'il bascule à chaque fois? Vous qui avez voyagé, on a l'exemple, il fédère un pays malgré tout, c'est un peu l'exemple dans notre genre de Kadhafi en Libye qui avait réuni toutes ses tribus et fait vraiment un pays, parce qu'au départ c'est vraiment ce qu'il veut faire une grande puissance et il en a fait une. C'est l'exemple plus proche de la Yougoslavie avec Tito. Comment ces gens-là, ils arrivent, une fois qu'ils sont plus là, tout s'écroule, quoi. Écoutez, il faut vraiment qu'il soit dictateur toujours. Et qu'est-ce qui l'a fait vaciller D'abord, il est chef de l'armée, voilà, donc il est quand même en situation de puissance. Oui. Ça suffit pas, mais il a un grand courage physique, il a une intelligence stratégique. Oui. Et ensuite, il y a les circonstances. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a les outils qu'il utilise. Les outils qu'il utilise, moi, j'en vois deux principaux. Je vois évidemment la violence, surtout dans la première phase de sa vie. Il n'hésite pas à faire régner la terreur et à faire tuer, s'il ne tue pas lui-même, ses adversaires potentiels. Et puis, il y a l'argent et la corruption. Voilà, c'est ça, et là, c'est beaucoup plus facile, c'est moins immoral, mais c'est une manière, évidemment, de maintenir tous les autres dans une situation de fragilité, de précarité. À partir du moment où vous achetez quelqu'un, vous êtes sûr qu'il aura une dette à votre égard et qu'il espérera... Alors, l'autre outil, c'est aussi ce que j'appelle le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire qu'on garde ministre quelqu'un pendant un maximum de 6 mois, mais pas plus, et on lui laisse espoir, d'ailleurs, une fois qu'il n'est plus ministre, ce que souvent il apprend par la radio, qu'il peut le redevenir. Et il se souvient de l'Occident, en plus, c'était parce que c'était quand même un rempart en Afrique contre le communisme et le... Ah ben non, mais ça c'est le rôle que j'évoquais tout à l'heure, qui est central, c'est-à-dire que dès sa jeunesse, dès qu'il est au moment de l'indépendance, Mobutu est repéré par les CIA. Il devient non pas un agent de la CIA, mais un ami. Et il est lui-même convaincu, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de l'obliger, il est lui-même convaincu des méfaits du communisme. Il n'est pas le seul à l'époque. Et ce qui lui permet beaucoup plus facilement de se débarrasser de Patrice Lumumba, qui est le grand personnage au moment de l'indépendance, qui lui est nationaliste et a tendance à pencher vers le bloc soviétique. Tout à fait. Et Jean Descartes, ce genre de changement de pied des personnalités de pouvoir, des hommes et des femmes de pouvoir, sont fréquents dans l'histoire. Est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui explique, qui vient expliquer? Je veux dire, c'est une question de personnalité. Je reviens à la Russie parce que nous commémorons le centenaire de la Première Guerre mondiale et notamment de la Révolution russe. Cette année, je reviens de Moscou à nouveau. Vous avez un cas très intéressant, le cas du tsar Alexandre III et de son fils Nicolas II, le dernier tsar. Le tsar Alexandre III, qui était un colosse, était si gros que quand il était à cheval, les Russes disaient « on se demande lequel des deux est la bête ». Et bien sûr, il avait une femme toute petite. Cet homme a été extraordinaire, qu'il a amené la Russie à une grandeur sans faire la guerre. Donc il a refusé. Voilà son tournant. Et c'est l'homme de l'alliance franco-russe, du pont Alexandre III à Paris, des emprunts, et je précise qu'il voyait très loin, et les Français ruinés par les emprunts devraient savoir qu'une partie des intérêts de ces fameux emprunts calamiteux ont été payés par les poitrines et le sang russe, car en 1916,
il y a eu un corps expéditionnaire russe en France, arrivé par le Transsibérien, mais surtout en septembre 1914, Nicolas II, son fils, instruit depuis des années par Alexandre III, a envoyé des troupes qui ont fait que la bataille de la Marne n'est pas un désastre pour la France, ce que Foch et Joffre ont confirmé dans leur mémoire. Alors, oui. Alexandre III avait un très grand sens politique. Nicolas II, pas du tout. C'est un tsar bourgeois, petit bourgeois, qui veut être tranquille avec sa femme, qui est aveuglé par l'idée de ce bonheur et par une tragédie qui est l'hémophilie du tsarevitch, son héritier. Et à partir de ce moment-là, cet homme qui n'est pas lâche, qui est courageux, mais qui n'a pas de vision interne du pays, qui ne veut qu'une vision internationale et qui va soutenir donc la France, alors que la Russie déjà n'en a pas les moyens, fait son propre malheur et ne se rend pas compte, si vous voulez, de l'évolution interne. Il est coupé de la réalité. Pourquoi ? Parce que le 1er mars 1881, alors qu'il était petit garçon, il avait été témoin de l'agonie de son grand-père Alexandre II, assassiné par des nihilistes, par des terroristes. Or, son grand-père avait supprimé le servage en Russie. Donc un homme bon était quand même assassiné par des révolutionnaires. Et à partir de ce moment-là, pour le futur Nicolas II, toute idée de réforme ou de révolution égale meurtre et assassinat. Donc il est bloqué. Mais le dernier point, ça c'est intéressant dans l'évolution récente, dans une enquête que j'ai menée notamment à Londres sur les mouvements financiers de l'argent famille impériale, on découvre qu'il avait fait rapatrier son argent dès septembre 14 et celui de sa femme, l'impératrice d'origine allemande. Donc, en fait, le tsar était un mauvais tsar, un époux faible, un père meurtri, mais un patriote. Oui. Et en Russie, ça, c'est essentiel, ce qui a permis de corriger, d'où, il y a 3 ans, cette chose ahurissante, inconcevable pour nous, sur la place rouge à Moscou, un défilé avec le portrait de Staline et le portrait de Nicolas II, oui, point commun, 2 défenseurs de la terre russe. Imaginez un défilé où vous auriez Robespierre et Louis XVI. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. On a terminé cette rencontre, c'était très intéressant. Juste une idée, comme c'est le thème des monstres sacrés, pour vous, c'est quoi vos monstres sacrés littéraires ? Vos monstres sacrés littéraires. Les monstres sacrés littéraires. Comme le thème du salon, c'est les monstres sacrés. Aujourd'hui, quel est votre personnage ? Vous voulez dire contemporain ou... Les contemporains, c'est sur ceux qui ont la queue, là. Voilà. Non, mais moi, écoutez, il y a quelqu'un auquel, je sais pas très original, mais auquel je suis très attaché et à qui j'ai consacré mon livre précédent, c'est Victor Hugo. D'accord, oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous dire une troïka qui reste éternelle pour moi par la fantaisie, l'invention, et où les personnages se mêlent à leur œuvre, Chateaubriand, Dumas père et Jules Verne. Oui. Très bien. Bon, messieurs Descartes et Langelier sont là toute la journée pour vous dédicacer vos livres, le passionnant livre sur Mobutu et toutes les biographies de monsieur Descartes sur les rois, les reines et les princes. Je vais me plonger dans Mobutu. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser.